Le jour de mon mariage, ma mère m'a envoyé un texto « Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ». Puis j'ai vu la photo de groupe. Ils étaient tous sur une plage privée à Maui. Légende, enfin réunie. J'ai juste envoyé un texto, timing parfait. Ce soir-là, j'ai retiré mon nom de la charte de l'entreprise et gelé tous les comptes de dépenses de l'entreprise. Une semaine plus tard, mon père était devant mon appartement, rouge de colère, et frappait à la porte. Je l'ai ouverte, j'ai siroté mon café et j'ai dit, à ce stade, je ne sais même plus comment les appeler. Famille ? Ce mot ne convient plus. On ne manque pas le mariage de quelqu'un et on a encore le droit de porter ce titre. On ne s'envole pas pour une plage privée, on ne trinque pas au champagne au soleil, et on ne pose pas pour une photo de groupe le jour même où son fils unique prononce ses vœux, et on appelle encore ça de l'amour. Je ne sais pas ce qu'ils sont pour moi maintenant, mais ils ne sont pas ma famille. Tout s'est terminé au moment où j'ai vu la photo. Laissez-moi revenir en arrière. Le matin de mon mariage, j'étais dans la petite pièce où je me préparais dans notre lieu de réception. Un petit chalet rustique sur la côte. Rien d'extraordinaire, mais paisible. J'étais en train d'ajuster mes boutons de manchette quand j'ai reçu un texto de ma mère, « Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne. » Bonne chance. Pas de ponctuation, pas de contexte, juste ces mots. J'ai regardé l'écran pendant une bonne minute en pensant que c'était une erreur. J'ai même vérifié l'expéditeur comme si je ne reconnaissais pas son numéro. J'ai même éteint mon téléphone et je l'ai rallumé, comme si j'avais peut-être mal lu. Mais non, c'était bien ça. C'était mon message d'adieu de la part des personnes qui m'ont élevé. Nathalie était au bout du couloir en train de se préparer. Elle n'en savait rien. Elle pensait qu'ils arriveraient en retard. Je ne lui ai jamais dit toute la vérité sur la façon dont ils avaient réagi à son sujet. Quand nous nous sommes fiancés, ma mère l'a appelée débrouillarde et mon père a dit qu'elle n'était pas un choix stratégique. Je ne savais même pas que les gens parlaient comme ça en dehors des mariages arrangés ou des conseils d'administration. Il n'aimait pas que sa famille ne soit pas riche, que son père conduise un camion et que sa mère travaille dans le commerce de détail, qu'elle vienne d'une petite ville. Il souriait en public et l'insultait à huis clos, mais je pensais qu'au fond, il finirait par changer d'avis. Ils ne l'ont pas fait. J'ai continué à vérifier l'entrée au début de la cérémonie. Les sièges réservés à ma famille sont restés vides. Absolument tous. Pas même un texto de ma sœur. La même sœur qui m'avait dit un jour que je lui avais sauvé la vie pendant son divorce. Elle n'a pas daigné envoyer une excuse. Mais Nathalie, mon Dieu, elle était magnifique. Elle souriait comme si elle avait compris le monde entier. Je me suis concentré sur elle. Je ne les ai pas laissés tout gâcher, du moins pas visiblement. Nous avons prononcé nos vœux. Nous nous sommes embrassés. Tout le monde a applaudi. La réception était petite mais joyeuse. Sa famille a dansé pendant des heures. Nos amis de l'université ont porté des toasts avec du champagne bon marché et des histoires ringardes. Personne n'a posé de questions sur ma famille. Ils ont peut-être pensé qu'il s'était passé quelque chose. Plus tard dans la soirée, je suis sorti pour prendre une bière dans la glacière et prendre l'air. C'est alors que j'ai vu ça, le post. Ma cousine, qui n'a apparemment jamais compris comment fonctionnent les paramètres de confidentialité, a téléchargé une photo qui m'a frappé plus fort que tout ce que ma famille m'avait jamais dit en face. Ils étaient tous là, debout sur une plage privée à Maui. Les vagues derrière eux, des lunettes de soleil, des robes d'été, des cols ouverts. Mes parents, ma sœur et son mari, deux tantes, même l'associé de mon père, qui n'est même pas de ma famille, les verres levés, les bras autour les uns des autres, bronzés et rayonnants. On aurait dit une putain de photo de catalogue. La légende disait, enfin réunis, l'amour triomphe. #famille pour la vie. Ils n'ont pas seulement manqué mon mariage. Ils ont orchestré une célébration parallèle, un événement familial sans moi. Ils ont attendu le jour exact de mon mariage pour le faire, puis ils l'ont publié comme s'ils voulaient que je le voie, comme si c'était une sorte de message. Je suis rentré, j'ai embrassé Nathalie sur la joue et j'ai dansé jusqu'à minuit. Puis je me suis calmé. Le lundi suivant, je me suis présenté au bureau comme si de rien n'était. La réceptionniste m'a dit bonjour. J'ai souri, je suis allé directement dans mon bureau. Mon nom était toujours sur la charte. J'avais toujours toutes les clés d'administrateur. Je contrôlais toujours les cartes de crédit de l'entreprise, les dépenses communes, les actifs que j'avais aidé à construire de toutes pièces avec mon père. À midi,
j'ai déposé les papiers pour me retirer de l'entité commerciale. À 16 heures, j'ai gelé tous les comptes de dépenses de l'entreprise liés à la famille, téléphone, essence, vol, hôtel, tout. Je me suis assuré que cela les frapperait en milieu de semaine, juste au moment où ils terminaient leur voyage. La conversation de groupe a commencé à s'agiter comme une alarme incendie en début de soirée. Mon père a envoyé un texto en premier, puis ma sœur, puis les appels ont commencé. J'ai ignoré tout le monde. J'étais assis sur le canapé avec ma femme en train de manger les restes de gâteau. Finalement, j'ai renvoyé un message, timing parfait. Puis j'ai éteint mon téléphone et ouvert une bouteille de vin. Il n'y avait plus rien à dire. Une semaine de silence. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'il craque. Après la photo, après le texto, après le mariage, après que j'ai gelé les comptes de dépenses et que je me suis effacé de l'entreprise que nous avons passé 10 ans à construire ensemble, je n'ai décroché aucun appel. Pas une seule réponse aux messages frénétiques qui s'accumulaient dans ma boîte de réception. Pas même lorsque ma sœur m'a envoyé un texto pour me demander si j'étais devenu fou. Je me suis contenté de regarder tranquillement de l'extérieur les fissures commencer à apparaître. Nathalie a remarqué que quelque chose avait changé, mais elle n'a rien demandé. Elle en savait assez pour savoir que si je n'avais encore rien dit, ce n'était pas le moment d'en parler. Nous étions encore en train de nous installer dans notre vie de couple. De petites habitudes, le café du matin, cuisiner ensemble le soir. Elle a décroché un contrat de pigiste et a rempli l'appartement d'une énergie qui m'avait manqué toutes ces années sans que je m'en rende compte. Nous étions heureux. Fatigués, mais heureux. Puis il y a eu le coup à la porte. Il était environ 6h50 du matin, il faisait encore sombre dehors, et j'étais dans la cuisine en t-shirt et en caleçon, en train de boire ma première tasse de café quand les coups ont commencé. Fort, bruyant, comme si quelqu'un voulait arracher la porte de ses gonds. Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais déjà qui c'était. Quand j'ai ouvert la porte, il était là. Mon père, rouge de colère, vêtu de sa chemise habituelle trop repassée et de son pantalon de marque, comme s'il pensait qu'en se présentant en tenue d'affaires, il aurait une sorte d'autorité. Son bronzage n'avait pas encore disparu. Le soleil de Moïse s'accrochait encore à sa peau comme une insulte. Il n'a pas demandé à entrer, n'a pas demandé comment j'allais, n'a même pas dit bonjour. Il s'est contenté de se lancer, a crié que je l'avais embarrassé, que j'avais paralysé la famille, que le gel des comptes en plein voyage les avait laissés bloqués, et qu'ils avaient dû couvrir les coûts avec des cartes de crédit personnelles. Il a dit que ma sœur et son mari venaient de verser un acompte sur une deuxième propriété, en supposant que les flux de trésorerie continueraient à arriver, que je n'en avais pas le droit, que j'avais jeté une grenade dans tout. Je suis resté là à siroter mon café. Quand il s'est arrêté assez longtemps pour respirer, j'ai dit, « Calme et clair, je vous ai donné toutes les chances. Vous avez fait votre choix. » C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en lui. Sa rage s'est transformée en amertume. Il a commencé à m'accuser d'être émotif, a dit que je faisais toute une histoire pour rien, que manquer un seul événement ne valait pas la peine de briser la famille. Il n'arrêtait pas d'appeler cela une différence d'opinion, comme si ce qu'ils avaient fait n'était pas calculé, comme si cela n'avait pas de conséquences. Il a dit que je lui devais, qu'il avait bâti l'entreprise à partir de rien, qu'il m'avait donné les outils pour réussir, que je n'étais rien sans lui. C'est là que j'ai su que nous ne parlerions jamais la même langue. Je lui ai dit que les changements de charte étaient définitifs, que la société de portefeuille contrôlait désormais mes actions et ne reviendrait sur aucune décision sans compensation. S'il voulait récupérer l'ensemble de l'entreprise, il pouvait la racheter au prix du marché, en espèces à l'avance. Je lui ai dit que les cartes ne reviendraient pas. Les plans de vente, les contrats de location de voitures de société, les comptes de voyage, tous gelés indéfiniment. Il a demandé ce qu'il attendait d'eux. J'ai dit, débrouillez-vous. Puis j'ai fermé la porte. Il est resté là à frapper à nouveau, à crier mon nom, à proférer des menaces dont j'avais déjà entendu des versions. Je ne l'ai pas ouverte. Je me suis rassis, j'ai fini mon café et j'ai fait défiler les photos du mariage. Aucune d'entre elles ne mettait en scène ma famille, mais toutes montraient de la joie. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé l'avocat et j'ai mis en place un pare-feu sur le reste de mes intérêts financiers. J'ai coupé tous les points d'accès partagés, révoqué tous les membres de ma famille de mes comptes personnels et annulé le paiement automatique de la propriété secondaire dans laquelle ma sœur venait d'emménager. Elle utilisait mon nom pour obtenir le taux. Plus maintenant. Il vivait à mes crochets depuis des années sans même s'en rendre compte. Il s'était habitué à ce que des choses disparaissent, des voyages,
des investissements, des renflouements. J'avais discrètement fait tourner les roues pendant qu'il posait sur les plages et chuchotait que ma femme n'était pas notre genre de personne. Maintenant, les engrenages s'arrêtaient, et ils allaient sentir chaque rotation ralentir jusqu'à l'arrêt. Cela a commencé petit, juste quelques erreurs de paiement. Le contrat de location de voitures partagée de l'entreprise a été rejeté en premier. Je le savais parce que le concessionnaire a appelé ma ligne personnelle par habitude. Ensuite, l'un des fournisseurs a signalé une facture en souffrance et a envoyé un courriel au compte de l'entreprise que je surveillais encore silencieusement. Puis l'immeuble de bureau a envoyé un avertissement concernant un loyer en retard. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis contenté de regarder. À la 2e semaine, il se démène. Je pouvais le voir dans la conversation de groupe, ma sœur suppliant quelqu'un de payer les factures de la maison au bord du lac ce mois-ci et mon père répondant par des promesses vagues. Ma tante s'est jointe à la conversation en disant que sa carte avait été refusée alors qu'elle essayait de réserver un voyage à Scottsdale. Mon cousin a demandé si l'entreprise couvrait toujours son assurance. Personne n'obtenait de vraies réponses, et il n'avait toujours pas dit la seule chose que j'attendais d'entendre, pas une seule excuse. Au lieu de cela, ils ont agi comme si quelque chose leur était arrivé. Comme si j'avais disparu sans raison. Comme si je n'avais pas passé une décennie à gérer discrètement les ficelles financières qu'ils prenaient tous pour acquis. C'est moi qui ai mis en place les boucliers fiscaux, les fiducies immobilières, les conduits de dépenses. Ils n'ont jamais compris comment tout cela fonctionnait. Ils ne s'en sont pas souciés. Ils ont juste utilisé les cartes, signé les formulaires que je leur ai donnés et ont supposé que c'était sans fin. Puis le problème de l'hypothèque a frappé. Ma sœur et son mari avaient acheté une nouvelle propriété dans un lotissement de banlieue. Un grand endroit, une pelouse brillante, probablement 3 salles de bain. J'avais co-signé discrètement il y a 1 an, à l'époque où nous nous parlions encore. Elle n'a jamais demandé directement. Elle s'est contentée de pleurer parce qu'elle n'avait pas été approuvée, et j'ai comblé le fossé. Cela me semblait être la bonne chose à faire à l'époque. Maintenant, avec les comptes bloqués et ses revenus soudainement en cours d'examen, la banque a signalé l'arrangement. Les conditions se sont effondrées. Ils n'ont pas pu respecter le nouveau délai de dépôt. J'ai reçu la notification parce que légalement mon nom était toujours sur le contrat jusqu'à ce que je le fasse retirer. Cet appel a été amusant. L'agent de crédit m'a demandé si j'étais toujours intéressé à soutenir la propriété. Je lui ai dit, non, plus maintenant. 3 jours plus tard, elle m'a appelé. Ma sœur, après un silence complet depuis avant le mariage, pas de félicitations. Non, désolé que nous ayons manqué ça. Pas de reconnaissance. Juste, tu ne peux pas nous faire ça. Nous. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai juste laissé sonner et j'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, Nathalie et moi avons dîné sur le canapé et regardé des rediffusions pendant qu'elle reposait sa tête sur mon épaule. Elle ne savait toujours pas tout. Je n'avais pas l'impression qu'elle avait besoin de le savoir. Ce qui importait, c'est que nous allions bien. Nous construisions quelque chose de réel. La semaine suivante, j'ai eu des nouvelles de notre ancien comptable, un type que j'aimais bien, quelqu'un qui a toujours joué franc jeu. Il a dit que les rapports trimestriels étaient un désastre et m'a demandé si j'avais vraiment supprimé tous les accès. J'ai dit oui. Il s'est tu pendant une seconde, puis a dit, je me demandais quand tu allais enfin arrêter de les porter. Cela m'a marqué parce qu'il avait raison. Je les portais depuis des années. Silencieusement, pleinement, sans ressentiment, jusqu'à ce qu'il rende impossible de ne pas voir la vérité. Et maintenant je suis juste en train de lâcher prise. 3 semaines après le mariage, le silence a commencé à se transformer en autre chose. Pas des excuses, pas de remords, juste des calculs silencieux à huis clos. Ils essayaient clairement de trouver un moyen de reprendre le contrôle, mais sans faire face à la vérité. Typique. Je travaillais tard à la maison, en train de finaliser les papiers pour une start-up dans laquelle j'avais discrètement investi il y a des mois, quelque chose dont je n'avais jamais parlé à mon père. C'était la première fois que j'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'une nouvelle direction. Mon téléphone a vibré avec une notification par courriel. Le nom de l'expéditeur ne me disait rien. Objet, demande de conversation privée concernant les affaires familiales. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des mots habiles sur le désir de se rencontrer pour prendre un café et discuter d'une voie possible à suivre. Il m'a fallu un moment, mais j'ai réalisé que l'expéditeur était l'un des contacts commerciaux de longue date de mon père,
un vieil homme que j'avais vu une fois lors d'une réunion du conseil d'administration lorsque j'avais 22 ans, un porte-parole professionnel. Il a même inclus une ligne qui m'a fait rire à voix haute, je crois qu'il existe encore un moyen de préserver l'héritage sans sacrifier les valeurs personnelles. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre courriel, cette fois d'un cabinet d'avocats. Ils ont envoyé un PDF intitulé « Proposition de réintégration du partenariat et de stabilisation de la marque ». C'était leur titre, pas des excuses, pas « nous avions tort ». Juste stabilisation, comme si j'étais une action qui avait chuté trop vite. Le document était dense. En gros, ils proposaient de me reprendre en tant que responsable stratégique indépendant avec un salaire élevé, mes actions rétablies et une annonce publique concernant le renouvellement de la collaboration. J'ai continué à faire défiler, à moitié ennuyé, jusqu'à ce que je tombe sur la clause finale, soigneusement enfouie en bas, la réintégration est soumise au réalignement des affiliations personnelles et au conflit avec l'image de marque ou la confiance des partenaires à long terme. Le nom de Nathalie n'était pas mentionné, mais je n'en avais pas besoin. Il voulait que je revienne, mais seulement si j'effaçais la seule personne qui s'est présentée quand aucun d'eux ne l'a fait, la femme qui s'est tenue à mes côtés quand tous mes parents de sang ont disparu. J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Le lendemain soir, Nathalie et moi revenions du dîner, juste nous deux, tenant une boîte de reste entre nous, riant d'un type au restaurant qui n'arrêtait pas de lancer bruyamment une idée de podcast que personne n'avait demandé à entendre. Nous avons tourné au coin de notre rue et nous nous sommes figés. Ma mère était debout devant l'immeuble, pas habillée pour la confrontation. Pas de valise, pas de parapluie, juste debout comme si elle attendait depuis des heures. Ses cheveux étaient coiffés. Son maquillage était soigneusement subtil, comme si elle voulait avoir l'air négligée, mais pas par accident. Je ne l'avais pas vue en personne depuis près d'1 an. Elle n'a pas dit bonjour, elle m'a juste regardé, puis a regardé Nathalie, puis m'a regardé à nouveau. Je suis venue seule, a-t-elle dit. Ton père ne sait pas que je suis là. Je n'ai pas répondu. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses, que cela était allé trop loin, que l'entreprise souffrait, et que personne ne se parlait, et qu'il était temps que quelqu'un agisse comme un adulte. J'ai dit, tu n'es pas venu pour arranger les choses. Tu es venu pour négocier. C'est alors qu'elle l'a dit. Pas fort, pas avec colère, juste une phrase qu'elle avait clairement répétée, je pense qu'au fond de toi, tu sais qu'elle ne fait pas partie de l'avenir que nous avons construit. C'était tellement calme, tellement terre à terre, que cela m'a en fait plus stupéfié que si elle avait crié. Nathalie n'a pas dit un mot. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je me suis juste avancé, j'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit, vous avez construit cet avenir sans moi la seconde où vous êtes descendu de cet avion à Maui. Puis je me suis retourné, j'ai pris la main de Nathalie et je l'ai dépassée. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous n'avons pas regardé en arrière. Mais plus tard dans la nuit, vers 1h30 du matin, j'ai reçu un autre courriel du même cabinet, avec pour objet urgent, intention de poursuivre pour violation du devoir fiduciaire. C'est alors que j'ai su qu'il n'avait pas fini d'essayer de se battre. Et c'est alors que j'ai réalisé que je n'avais même pas commencé. Quand l'enveloppe a atterri sur mon bureau, je n'ai pas ressenti grand-chose. Ni colère, ni surprise, juste une sorte de confirmation fatiguée. Du papier épais de couleur crème, mon nom tapé en gras, un langage formel enveloppant la menace. Mon père et son avocat demandaient réparation pour violation du devoir fiduciaire. Ils affirmaient que j'avais saboté l'entreprise familiale, que j'avais intentionnellement interféré avec les opérations, que j'avais causé un préjudice à la réputation et que j'avais mis en péril les actifs partagés. C'était absurde, mais absurde sur le plan juridique. Je l'ai remis à mon avocate, Léna. Elle n'a pas bronché. Elle était le genre d'avocate qui utilisait le silence mieux que la plupart des gens n'utilisaient les mots. Après avoir parcouru la première page, elle a levé les yeux et a dit, ils essaient de t'enfermer avant de s'effondrer. J'ai acquiescé. Alors, laissons-les s'effondrer. Elle a immédiatement commencé à monter une contre-attaque. Ce qu'ils ont sous-estimé, ce qu'ils ont toujours sous-estimé, c'est que pendant qu'ils volaient en première classe et jouaient au golf avec des clients dont ils ne pouvaient pas citer le nom, c'est moi qui maintenais tout droit. J'avais toute la documentation, les relevés de dépenses, les courriels internes, les notes de procuration, même l'audio des appels du conseil d'administration. J'avais des preuves horodatées de chaque tâche qu'ils m'ont déléguée parce qu'ils ne voulaient pas s'en occuper. Et je n'allais pas crier ou menacer. Ce n'était pas nécessaire. L'effondrement ne vient pas toujours du feu. Parfois, c'est l'eau qui fuit derrière les murs.
J'ai passé un appel à notre partenaire logistique, un type nommé Denis avec qui je travaillais depuis des années. Nous avions bu des bières ensemble. Je lui ai dit officieusement qu'il pourrait vouloir suspendre les prochaines expéditions en vrac, que les choses étaient instables. Il n'a pas posé de questions. Il s'est contenté de dire « bien reçu ». Puis vint le jeu immobilier. Ils ont oublié que j'avais encore des droits de signature partielle sur le bail commercial de notre siège social. Je n'ai même pas eu besoin de menacer. J'ai juste notifié au propriétaire de l'immeuble que je ne garantirais plus personnellement la couverture du loyer et qu'il y avait de potentielles turbulences financières à venir. Dans les 72 heures, la société de gestion leur a signifié un avis, payé 3 mois à l'avance, ou se préparer à quitter les lieux. Je n'ai pas eu besoin de lever un autre doigt. Il n'était pas assez liquide pour couvrir ce genre de demande. Tranquillement, les murs ont commencé à se refermer. Puis vint le partenaire international. Il n'est resté que grâce à mon implication. Dès que j'ai vendu mes dernières actions dans l'entité satellite, il a retiré son investissement. Ce n'était pas personnel. Il m'a même envoyé une courte note disant « J'ai vu ce qui allait arriver. Tu as fait ce qu'il fallait. » Mon cousin m'a envoyé un message ce soir-là. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis le mariage. Il a dit « Quel que soit le point que tu essaies de prouver, il est fait. Tu as tout brûlé. » Il avait tort. Je n'avais rien brûlé. J'avais juste arrêté d'arroser leur jardin. Mais alors, il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai reçu un courriel d'une femme qui travaillait aux ressources humaines dans un cabinet comptable de taille moyenne. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dire grand-chose officiellement, mais elle pensait que je voudrais voir quelque chose qui était passé sur son bureau. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant le lendemain matin. Elle a fait glisser un papier plié sur la table, une capture d'écran imprimée de leur système d'intégration. Ma sœur avait postulé pour un poste de consultant financier. Sous son curriculum vitae, elle s'était présentée comme directrice générale de notre société depuis 4 ans. Elle avait même ajouté des puces, stratégie client, croissance des revenus, supervision opérationnelle, pure fiction. Elle avait également utilisé mon nom et mon numéro personnel comme référence professionnelle. J'ai regardé la page pendant un moment. Puis j'ai levé les yeux et j'ai demandé à la femme, a-t-elle vraiment passé l'entretien? Elle a acquiescé. Elle était confiante. Un peu trop confiante. J'ai souri. Oui, ça correspond. J'ai envoyé un message à ma sœur en quittant le restaurant, ne réutilise plus jamais mon nom. Pas de menace, pas de drame, juste ça. Elle n'a pas répondu. Mais en moins d'1 heure, son profil LinkedIn a disparu. Son compte est devenu privé. Les contacts mutuels ont cessé de la mentionner dans quoi que ce soit. Ce qui est amusant, c'est que je n'étais même pas en colère. Je n'étais pas surpris. Je crois que je me suis juste senti fini pour la première fois de ma vie. Je ne vérifiais pas derrière moi. Je ne nettoyais pas leurs erreurs. Je n'adoucissais pas le coup. Je me contentais d'avancer. Et tout ce qui était derrière moi pouvait tomber aussi loin que la gravité le voulait. Au moment où le printemps est arrivé, l'entreprise familiale s'était tranquillement repliée. Pas de déclaration de faillite, pas de scandale dans les journaux, juste des portes closes et des téléphones déconnectés. Le site web a disparu un jour sans fanfare. Quelques-uns de leurs anciens clients se sont probablement demandé ce qui s'était passé. La plupart non. Ils sont passés à autre chose. C'est comme ça que le commerce fonctionne. Les gens pensent que les héritages durent éternellement, mais ce n'est pas le cas. Ils durent aussi longtemps que quelqu'un est prêt à les maintenir. Et j'ai lâché prise. Nathalie et moi avions emménagé dans un nouvel endroit à ce moment-là. Rien d'extravagant, juste des fenêtres plus grandes, plus de lumière, une cuisine qu'elle adorait. Elle a commencé à accepter plus de travail créatif, et je me suis retrouvé à passer moins de temps dans de vieux tableurs et plus de temps à faire des choses pour lesquelles je ne me faisais jamais de place auparavant, dîner avec des amis, de longues promenades, du silence. Le procès n'a mené nulle part. Léna l'a étouffé si vite que j'ai à peine eu le temps de lire leurs réponses. Ils ont essayé de gagner du temps, ont essayé de retarder la découverte, mais dès qu'ils ont réalisé que je ne bluffais pas et que j'avais tout documenté, ils se sont retirés tranquillement. Pas d'excuses, juste le silence. C'était bien. Il n'était pas bon pour les excuses de toute façon. Une dernière onde est venue de mon père. Il a envoyé une lettre, au stylo et sur papier, envoyée à mon bureau. Pas d'adresse de retour, pas de date,
juste un mélange décousu d'excuses, de nostalgie et une version déformée de notre passé. Il a écrit sur les premiers jours où nous allions dans des centres de distribution au milieu de nulle part, comment nous avons construit quelque chose à partir de rien. Il a dit que ces jours lui manquaient. Il a dit que peut-être nous pourrions y retourner. Puis il a terminé par une phrase qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir: je crois toujours que nous avons eu raison de protéger la famille des étrangers. Étrangers. Même après que tout se soit effondré, il voyait toujours ma femme, la seule personne qui se soit tenue à mes côtés, comme une menace, comme quelqu'un qui n'avait pas sa place. J'ai plié la lettre une fois, je l'ai jetée à la poubelle, et c'est la dernière fois que je l'ai jamais reconnue. Cet été-là, Nathalie et moi avons fait un voyage en voiture. Pas de destination, juste des autoroutes, de la musique, du café de station-service et nulle part où être. Quelque part dans le Colorado, nous nous sommes arrêtés dans un petit chalet au bord d'un lac. Pas de service cellulaire, pas de courriel, pas d'attente. Le dernier soir, nous étions assis sur le quai, les pieds dans l'eau, et elle a demandé: « Tu penses que tu leur parleras un jour ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit: « Je pense qu'ils ont déjà dit au revoir. Ils ne s'en sont juste pas rendus compte, parce que la vérité est que le jour où ils ont choisi cette plage plutôt que mon mariage, ils ont fait la rupture la plus nette qu'ils aient jamais pu faire. Ils m'ont donné la liberté dans l'emballage le plus laid possible. Je l'ai déballé. Je l'ai utilisé. Et je n'ai pas regardé en arrière. Cela fait presque 1 an que je suis parti. Pas de contact, pas de mise à jour, pas de drame, juste de la distance. Pendant un certain temps, j'ai pensé que ce serait la fin de l'histoire. Une rupture nette. Moi, Nathalie. Une vie tranquille construite à partir des cendres de ce que cette famille était autrefois. Je ne réalisais pas que quelque chose était encore là. Quelque chose qui revenait tranquillement. Cela a commencé par un courriel, pas de l'un d'eux. C'était d'un homme nommé Jérémy Hellé. Je n'ai pas reconnu le nom au début, mais quand j'ai ouvert le message, tout s'est arrêté. Jérémy était un associé dans un cabinet à Boston qui s'occupait d'une fiducie privée liée à la succession de mon grand-père. Mon grand-père, la seule personne du côté de mon père qui m'ait jamais traité comme si j'avais de l'importance. Il est mort il y a 10 ans. Je pensais que tout ce qu'il avait légué allait directement à mes parents. Il s'avère que ce n'était pas le cas. Jérémy a écrit que certains biens avaient été conservés dans une fiducie secondaire, gelée jusqu'à mon 35e anniversaire. Il faisait partie d'un plan d'urgence que mon grand-père avait mis en place après une dispute avec mon père. Je n'avais aucune idée que tout cela existait. Il n'en a jamais parlé. Mais selon les documents que Jérémy a joints, il ne faisait pas confiance à ce que la famille était devenue. Il a donc créé une clause. Si, à une certaine date, je n'étais plus activement impliqué dans l'entreprise familiale et que j'avais rompu les liens financiers, la totalité de la fiducie me reviendrait par défaut. Et me voilà, propre, détaché et à peine âgé de 35 ans. J'ai transféré les fichiers à l'ENA, et en moins d'une semaine, tout a été confirmé. Ce n'était pas seulement de l'argent. Il y avait des propriétés, des actions, un entrepôt rempli d'œuvres d'art que je ne savais même pas que nous possédions. Je me suis tenu au milieu de cet entrepôt un après-midi, regardant une toile valant plus que mon premier appartement, et j'ai réalisé à quel point je connaissais peu ma propre histoire, ce que mon grand-père essayait de me protéger, ce qu'il avait vu venir avant moi. Nathalie est restée sans voix quand je lui ai dit. Elle a pleuré un peu, pas à cause de l'argent, elle ne s'en est jamais souciée, mais parce que pour la première fois, on avait l'impression que quelqu'un de cette lignée avait fait quelque chose pour nous, pas contre nous. La fiducie est venue avec une lettre, tapée simplement, signée avec les initiales de mon grand-père: s'ils se choisissent un jour au détriment de toi, éloigne-toi et ne te retourne pas. Je t'attendrai de l'autre côté. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça avant de le lire. Maintenant nous planifions quelque chose de différent. Pas de vengeance, pas d'héritage, juste un avenir. Un avenir construit non pas à partir de leurs règles ou de leurs attentes, mais à partir des choses qu'ils n'ont jamais comprises, une loyauté tranquille, un amour véritable et le pouvoir de s'éloigner.